Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, on va vous présenter un petit résumé d'Antigone de John Anvil, une tragédie moderne présentée par la première fois en 1944. La pièce s'ouvre sur un monologue de prologue, dans lequel il présente les personnages et remplace la pièce dans son contexte mythique. Dans la première scène, Antigone est surprise par sa nourrice en rentrant chez elle après une escapade nocturne. La conversation entre les deux personnages donne lieu à un quiproquo. La nourrice la soupçonne d'avoir un amoureux alors qu'Antigone était en train d'ensevelir le cadavre de son frère Polynice. La deuxième scène, Ismène cherche à convaincre et à persuader sa sœur de ne pas transgresser la loi de Créon en enterrant le cadavre de son frère. Antigone refuse ses conseils de sagesse. Dans la troisième scène, Antigone fait une sorte de testament concernant sa chienne douce à la nourrice qui revient sur scène. La quatrième scène est un face-à-face entre Antigone et son fiancé, Aimant. Sûre d'être aimée, Antigone est rassurée. Elle demande cependant à Aimant de garder le silence et lui annonce qu'il ne pourra jamais l'épouser, sans lui présenter ni argument ni explication. Ismène, afin d'empêcher sa sœur, lui affirme que Polynice ne l'aimait pas. Mais Antigone avoue avec un sentiment de triomphe qu'il est trop tard, car elle a déjà bravé l'ordre de Créon et a accompli son geste. Dans la scène 6, l'un des gardes chargés de surveiller le corps de Polynice vient révéler à Créon qu'on a transgressé ses ordres et recouvert le corps de terre. Ainsi se termine la première partie. La seconde commence le moment où les gardes ont arrêté Antigone lors de sa deuxième tentative d'enterrer le cadavre de son frère Polynice. Antigone est traînée avec violence sur scène par les gardes, qui la jettent devant Créon. Créon, le roi, ne veut pas les croire. Il interroge sa nièce qui avoue aussitôt. Elle fait alors mettre les gardes au secret avant que le scandale ne s'ébruite. Scène 10 et la grande confrontation entre le roi Créon et sa nièce Antigone. Le roi souhaite étouffer le scandale en tuant les trois gardes à condition qu'elles se taisent, mais elle s'aperçoit qu'elle est l'orgueil d'Oedipe. Les deux protagonistes dévoilent leur personnalité et leur motivation inconciliables. Créon justifie les obligations liées à son rôle d'homme d'État, alors qu'Antigone considère l'enterrement de son frère comme devoir d'abord religieux puis familial. Devant son obstination, il lui lance à la figure la réalité horrible de son père et de ses frères, espérant ainsi lui montrer que son geste est inutile et que son frère ne mérite pas ce sacrifice. Après quelques moments d'hésitation, Antigone choisit une nouvelle fois la révolte et la mort. Dans la scène 11, Ismène, la sœur d'Antigone, arrive sur scène et déclare qu'elle est prête à mettre sa vie en jeu en aidant sa sœur dans son projet. Mais Antigone refuse. Dans les scènes 12 et 13, le chœur qui entre sur scène tente de convaincre Créon d'empêcher la condamnation à mort d'Antigone, mais le roi refuse, prétextant qu'Antigone a choisi elle-même son destin et qu'il ne peut la forcer à vivre malgré elle. Aimant vient lui aussi, ivre de douleur, supplier son père d'épargner Antigone, mais le roi refuse. Apprenant qu'elle va être enterrée vivante, éprouvant de profonds doutes, Antigone souhaite dicter aux gardes qui est avec elle sur scène une lettre pour Aimant dans laquelle elle exprime ses dernières pensées. Puis, elle se reprend et corrige ce dernier message.
C'est la dernière apparition d'Antigone. Le messager entre en scène et annonce la mort d'Antigone et ses démons. Tous les efforts de Créon pour le sauver ont été vains. Le chœur, à son tour, annonce le suicide d'Eurydice. Elle n'a pas supporté la mort de son fils, qu'elle aimait tant. Créon garde un calme étonnant. Il indique son désir de poursuivre la sale besogne, sans faillir. Elle sort en compagnie de son page. Tous les personnages sont sortis. Le chœur entre en scène et s'adresse au public. Il constate avec une certaine ironie la mort de nombreux personnages de cette tragédie. La mort a triomphé de presque tout. Il ne reste plus que Créon, dans son palais vide. Les gardes, eux, continuent de jouer aux cartes, comme ils l'avaient fait lors du prologue. Ils semblent les seuls épargnés par la tragédie, ultime dérision. Enfin, il ne me reste qu'à vous remercier pour votre attention et votre fidélité.